l'un et le multiple. Donc, c'est une proposition, mais qui, a priori, apparaît tout à fait euh, recevable, mais elle, quelque part, est traitable. Elle s'effondre immédiatement. Quelque part, la conception de l'un, de l'unique, n'est possible que dans une représentation où il y a du multiple, où il y a du, euh, du pluriel. L'un ne peut en fait exister sans son opposé. Sinon, il n'aurait pas besoin d'affirmer une spécificité qui serait la sienne propre. Donc, quand nous essayons d'affirmer qu'il est possible d'être l'un ou ou que autre chose puisse être l'un, puisse être dans une position d'unicité. Donc, de par cette qualité, seule, il n'est pas possible d'affirmer une radicale un statut radical ou une comment dire, une donc à part de vouloir élargir et à chercher à l'entité qu'on veut désigner par le terme d'unique, par cette qualité-là, à moins de lui chercher d'autres qualités qui vont la distinguer. Nous sommes dans un monde qui fonctionne énormément sur les visions binaires, sur des visions de, comment dire, d'accompagnement. Les opposés s'opposent, mais ces opposés, comment dire, euh, ces deux, ces, ces opposés ne coexistent puisqu'ils sont en fin de compte une seule et même de face d'une seule et même réalité, ou à la rigueur peut-être une seule réalité en fin de compte. Donc il n'y a ni unité, ni pluralité, ni multiplicité. Il y a la division est quelque part une simple opération pour peut-être faciliter comme une approche pour saisir la réalité, une réalité divisable et peut-être plus facile à comprendre, plus facile à approcher qu'une réalité fermée sur elle-même et qui ne serait accessible par aucun moyen. Et donc, l'idée, la proposition de l'un ou de l'unique et du pluriel m'est venue du fait que, quelque part, j'essaie de me situer dans une position extérieure, de faire en sorte de construire une retraite qui serait absolument fermée sur elle-même et que j'essaie de faire en sorte que mon besoin d'être nombre, d'être pluralité, puisse être un besoin quelque part j'annihile ce besoin, que je le mette en échec et que comment dire, euh, ce passage soit à cette réalité soit un passage réussi, totalement réussi. Être l'un et empêcher toute possibilité d'atteindre à cette unité.
évidemment, c'est tout de suite l'échec de la proposition, puisque l'affirmation d'une pluralité est quelque chose qui dépasse qui dépasse le cadre spatial et qui se poursuit par des liens ne serait-ce que mémoriels. La mémoire nous maintient dans un maillage, dans une sorte de... elle tisse autour de nous quelque chose qui nous empêche d'imaginer ou de voir autre chose. Nous sommes dans une certaine opacité de la représentation, nous ne pouvons pas nous percevoir en tant que réalité unique, je veux dire, intransigeante, intraitable, inatteignable. Nous sommes aussi une parcelle de quelque chose qui n'est peut-être pas un tout, puisque là aussi l'idée qu'il puisse exister un tout auquel nous appartrions est quelque chose de tout à fait hypothétique. Il n'y a peut-être ni unité, ni totalité, il y a peut-être il y a une perception de quelque chose qu'on appelle réalité, mais que en fait ce ne sont là que des aménagements langagiers, des aménagements cognitifs pour pouvoir avoir, ce sont des outils. Et l'outil ne change pas la nature du matériau sur lequel il travaille. Il peut le changer, mais fondamentalement, le matériau préexiste à l'outil et quelque part, s'il y a transformation, c'est parce que la matière du matériau, c'est-à-dire comment dire, sa spécificité, permet qu'il puisse être transformé. Sinon, il peut y avoir des outils, mais qui, de toute façon, l'outil n'existe que parce qu'il y a un matériau qui le demande, qui l'exige. L'outil n'existe pas préalablement comment dire, à la matière qui demande au besoin. Le besoin est quelque chose qui naît du rapport qu'on a avec ce qui est la réalité. Mais autant sur un plan quelque part terre à terre, quand on parle d'outils, on pense à un outil bien réel qui va obligatoirement nous permettre de prendre possession de la matière, de pouvoir utiliser les matières à notre bénéfice, et qu'il s'agisse de la morceler ou qu'il s'agisse de la monceler, l'assembler, peu importe l'usage. Il y a quelque part la réalité de la matière est une réalité qui nous échappe. La réalité, même transformée, même quelque part, même altérée, même complètement métamorphosée, restera la matière telle qu'elle a été, telle qu'elle a telle qu'elle a été élaborée dans quelque chose qui est hors de notre portée. La matière préexiste à la perception qu'on a de cette matière, et cette perception n'est qu'une approche, sûrement, parmi d'autres approches. Nous sommes nous proposons des choses, ce ne sont que des propositions qui sont confirmées ou infirmées, qui sont
des propositions valables pendant un certain temps et peut-être qui peuvent devenir invalides. Certaines propositions sont invalidées parce que nous découvrons autre chose, notre esprit, notre tendance à nous penser, à nous voir comme des découvreurs, comme quelque part des ouvreurs, comme dotés d'une capacité à faire œuvre de, comment dire, presque à avoir un pouvoir sur les choses, alors que découvrir ne veut pas dire qu'on est à l'origine de la chose découverte. C'est souvent un hasard, un ensemble de circonstances qui ont permis, un ensemble de circonstances qui a permis à cette découverte de se faire. On peut imaginer qu'un certain nombre de découvertes, ce que nous appelons découvertes, ne seront pas faites parce que ce concours de circonstances n'a pas eu lieu. Donc, l'un et le multiple propositions qui rencontrent des difficultés à devenir opératoires, à tenir face à un questionnement qui n'est pas dans une démarche de comment dire un questionnement un peu tordu, un peu poussé, un peu tiré, un peu dans tous les sens, mais pourquoi pas au moins cela au niveau abstrait, nous pensons avoir le droit de tordre les choses, d'essayer d'avoir des perceptions variées, changer l'angle de vision, d'approche, etc. etc. Quelque part, donc, si j'essaie de voir ce qui est l'un par rapport à ce qui est le multiple, à ce qui est quelque part la masse, l'ensemble, l'ensemble qui fait masse, et l'un est peut-être comme l'a pu être le zéro à un moment donné, une unité de mesure qui permet peut-être de débuter. Il y a, comme pour les talomètres, il y a sûrement un arbitraire à la base, c'est l'arbitraire d'un étalon et qui devient la mesure de référence sur laquelle on base notre perception et notre rapport à notre environnement. Et donc il est possible que l'un ne soit en fait qu'une mesure arbitraire et qu'à un moment donné on décide que puisqu'il faut y aller, on décide d'aller, de commencer par quelque chose et c'est l'un au lieu de commencer par quelque chose, par avancer par deux unités, par couplage, on avance par unités distinctes. Voilà, quelque part, nous percevons la réalité comme souvent elle se présente comme une unité. Certaines choses comme une unité. Seulement, l'unité est en elle-même une construction extrêmement complexe d'un ensemble d'unités. Alors, l'unité qui est elle-même, qui héberge des ensembles infinis d'autres unités, et que quelque part, l'unité n'est que le sommet d'un iceberg, quelque chose qui, oui, l'arbre qui cache la forêt, etc., et que quelque part, l'unité est quelque part
est un cache-misère, puisqu'il y a la perception de la complexité. Dans certaines situations, cette perception nous échappe. Il y a comme un abîme de la perception. Cet abîme nous est pas accessible. Nous ne pouvons pas continuer à essayer de percevoir les choses jusqu'à leur ultime expression. Si ultimité il y a, nous avons encore cette disposition intellectuelle à imaginer qu'il y a un début et qu'il y a obligatoirement un instant ultime, une fin aux choses, la fin, puisque nous n'arrivons pas à voir que la fin et le début ne sont encore que des décisions arbitraires, que à un moment donné, un certain consensus qu'on a sur les choses et qu'on décide, comme qu'on décide que tel air débute par tel ou tel moment historique, par tel ou tel événement, et que voilà, on se base sur ça, et en sachant là, c'est très facile de percevoir que là, il s'agit d'une quelque chose qui est arbitraire et que contestable même au fond, puisque c'est souvent dans un flou, on fait partir le comptage d'un point qui n'est pas assuré, mais qui reste flou, mais qui bénéficie d'un consensus. Voilà donc l'idée que quelque part c'est la recherche, partir de cette proposition et de ce petit développement, ce court développement sur l'un et le multiple, pour essayer de partir dans l'image. C'est pour ça que dans une autre proposition, j'avais parlé de la mort comme quelque chose qui n'est pas réel. La mort d'un organisme ne signifie pas la fin de cet organisme. Ça signifie la fin d'une certaine forme, mais que les choses qui composent, les composants de cette forme, de cette, comment dire, de cet organisme à l'apparence, pour nous, unique, individuelle, est quelque part une sorte de convention. Là encore, nous sommes dans la convention et ce que nous percevons. Et quelque part, à un moment donné, nous avons aussi par l'idée de cycle, que par exemple l'eau qui est contenue dans les corps et que quelque part un cycle pas infini, mais un cycle sur des millions d'années, que l'eau qui a été à un moment donné, quoi qu'il en soit, l'eau ne reste pas indéfiniment, elle est évacuée régulièrement, puis elle est reconstituée. Donc il n'y a pas, on ne peut pas parler d'une eau captive pendant la durée d'un organisme, pendant toute la durée de sa vie. Ce n'est que en permanence, il y a reconstitution plutôt de cette eau. Mais que enfin, on va dire, je ne sais pas, donc rendre l'eau au cycle de l'eau ne signifie rien, n'est pas non plus une proposition pertinente. En tout cas, il y a peut-être des éléments qui sont dans une certaine indisponibilité pendant un certain temps, et que au changement d'état de cet organisme, ces éléments, ou en tout cas, redeviennent disponibles pour s'intégrer dans d'autres éléments et être de nouveau partie prenante d'une autre complexité. Ainsi, c'est peut-être l'idée de la complexité des choses qui quelque part, dès qu'on parle de complexité, ça nous épargne peut-être de faire d'autres propositions. Complexité, ça veut dire si je n'arrive pas à saisir
un phénomène, ce n'est pas grave puisque quelque part je suis excusé d'avance puisque finalement c'est quelque chose de complexe. La complexité est ce qui met fin quelque part à ce qui légitime un peu une sorte de résignation, une démission. Voilà, la complexité. Non, la complexité, c'est une proposition qui est encore, qui a besoin d'être continuée, d'être poursuivie par d'autres propositions. À un moment donné, c'est une proposition qui devient opératoire dans un contexte particulier. Elle permet de faire des pauses, puisqu'à un moment donné, nous avons besoin de nous reposer, de reprendre notre souffle et de recommencer l'effort de développement, l'effort d'étoffement des propositions. Ainsi, nous avons l'idée, le pressentiment, l'intuition que les choses que nous percevons soit, et on peut dire aussi que ce qui est la réalité qui est perçue et la réalité qui est super infraperçue, qu'on connaît le sentiment qu'il y a une infra-réalité, qu'il y a une supra-réalité. Encore que ces propositions ne sont pas, n'ont pas vocation à être, à s'installer, à prendre le pouvoir. Encore, il peut y avoir rien du tout finalement. Mais le problème de cette définition, le rien, le néant, quelque chose qui ne peut être qui ne peut avoir ni d'identité, ni de fonction, ni de réalité. Tout ce qui est notre univers conceptuel n'est en aucun cas en capacité de concevoir les choses. Peut-être que l'idée même de concevoir est une idée, est une fausse bonne idée, et que quelque part, au-delà de ce que nous avons, parce que là aussi nous avons un arbitraire de la perception, nous sommes une sorte d'arbitraire, un consensus global sur un certain nombre de perceptions, même s'il y a des gens qui avancent des idées, des vérités sur des perceptions alternatives ou des perceptions, comment dire, qui fonctionneraient en parallèle. Cela n'est pas satisfaisant puisque en fin de compte ça participe toujours d'une certaine ça nous maintient dans la perception que nous avons de nous-mêmes et ça introduit d'autres acteurs en jeu et force, puissance, mais sans plus. Alors que ce que nous percevons par nos capacités cognitives est peut-être une non-perception. Et que même quand on emprunte un mot qui lui a une signification, qui lui parlerait d'un vide, d'une non-existence, d'un non-contenu, d'un non-concret, d'une non-substance, d'une non... même quand encore cela est le résultat comment dire, de notre, quelque part, il est obligatoirement limité par nos prédispositions physiologiques, par nos interactions. Nous ne sommes pas à l'abri des influences, nous influençons les uns les autres, peu importe nos continuums culturels et symboliques, nous influençons en permanence
et quelque part, nous pensons de toutes les façons, tout cela, c'est des propositions pour être au-delà du langage, quelque part, une sorte de méta-langage, méta-existence, méta-perception, quelque chose, ou infra, puisque, encore une fois, ce système de positionner quelque part, en mettant sur une échelle supérieure un certain nombre de choses, peut-être qu'il faudrait sortir de quelque part, cette échelle de valeur, et quelque part, ce qui est méta serait quelque chose qui est de la valeur malgré tout, et que l'infra, évidemment, c'est ce qui est le moins bien doté de qualité, que quelque part, il faudrait sortir de... Donc, les mots en premier à fuir, après à fuir les automatismes cérébraux, cognitifs, etc. Puis, évidemment, toutes les propositions qui sont devant nous ne sont en aucun cas en capacité de répondre à un certain nombre de questions, peut-être sans aucune valeur profonde, sans valeur intrinsèque, mais pourquoi pas. Encore une fois, il n'y a pas de distinction entre ce qui aurait de la valeur intrinsèque et ce qui aurait de la valeur extrinsèque. Tout a encore l'idée de valeur est une idée à revoir. Les choses n'ont pas à avoir de la valeur ou à ne pas en avoir. Encore, je suis évidemment limité par mon vocabulaire, limité par mes capacités cognitives et par le rareté de l'exercice. Je ne fais pas ce type d'exercice assez souvent. C'est assez éprouvant et quelque part, on n'est pas assuré du résultat. Là, je le fais comment dire, je le fais en one shot, c'est comme ça. Et après, ça donne peut-être quelque chose de tout à fait un peu particulier, je dirais pas confus parce que ce n'est pas le cas, un peu particulier, mais c'est aussi cela qui quelque part m'intéresse, c'est d'être au-delà de ce qui est de l'apparence et à apprendre quelque part à être moins dans le monde, dans ce qui est être dans ce qui est le rapport avec le monde, le rapport de possession ou le rapport d'appartenance, plutôt à être dans une certaine extériorité qui me permettrait d'élargir mon champ de perception si cela est possible. Je clôt la parenthèse et je vous laisse à vos œuvres, à vos ouvrages.